L'eau est une passion assez ancienne pour moi, disons d'une quinzaine d'années. Je suis biophysicien de formation et écrivain et conférencier depuis quelques années. Et je me définirais assez volontiers comme un explorateur des mondes de l'eau. Ces mondes de l'eau, ce sont principalement les mondes de l'économie, de la géopolitique, de l'hydrologie, des sciences de l'eau et de la qualité sanitaire de l'eau, en n'oubliant pas l'écologie. Et ces mondes-là, j'ai voulu les traduire donc à travers un ouvrage qui s'appelle La nature de l'eau, qui est paru en octobre 2007, que je vais vous montrer, aux éditions Pieter. Voilà. Donc c'est un ouvrage de 700 pages environ, 3 ans de recherche pour l'écrire, à temps complet. Et je dis volontiers que s'il y a un narrateur, il y a 40 collaborateurs qui vont du psychanalyste au juriste, en passant par le chimiste ou le physicien, en n'oubliant pas les biologistes non plus, donc qui ont relu l'intégralité de l'ensemble du livre. Est-ce que vous pourriez nous parler donc plus particulièrement du sujet auquel vous avez attrait? Donc le contenu de ce livre, il y a 3 sous-thématiques. La première, je l'ai appelée l'eau et l'homme. Donc ça recouvre principalement 3 chapitres. Le premier, donc c'est l'ouverture du livre, ça commence par mythologie et symbolique de l'eau. C'est sûrement une thématique, la thématique qui a été la plus difficile à écrire et qui est, je pense, aussi la plus ardue à lire, mais qui est fondamentale. Nos rapports entre, les rapports entre l'homme et les symboliques de l'eau sont quand même assez puissantes. Est-ce que ça fait référence à toutes les civilisations? Oui, toutes les traditions, l'origine du monde, hein, de nombreuses traditions en parlent liées à l'eau. Voilà, et jusqu'à l'exploitation moderne de cette symbolique et de ces mythologies, bon, à travers, par exemple, le marketing des eaux en bouteille, hein, les publicitaires savent très très bien jouer avec ces différents échos symboliques. Le deuxième chapitre de cette première partie, l'eau et l'homme, c'est l'hydrologie. Donc ce sont les cycles de l'eau, le grand cycle, hein, le cycle naturel de l'eau, et ce qu'on appelle le petit cycle, qui est le cycle des prestations liées à l'eau, c'est-à-dire la potabilisation de cette eau d'une part, en amont, et en aval, l'assainissement. Par rapport à ces deux cycles, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur le grand cycle, les parties principales? Oui, alors ce grand cycle commence dans les océans, puisque les masses d'eau sur Terre sont principalement des masses d'eau salée, hein, à 97,5% selon les estimations. C'est-à-dire sur les 1,4 milliard de kilomètres cubes d'eau sur la planète Terre estimée, 97,5% c'est de l'eau salée, donc il reste 2,5% d'eau douce. Et sur ces 2,5%, 70% sont sous forme de glace. Ce qui fait que l'eau accessible pour les besoins humains, que sont l'agriculture, les industries et les usages domestiques, ça représente 0,01% du total. Traduit de façon plus compréhensible, plus directe, si on prend la masse d'eau sur Terre ramenée à 1 litre d'eau, seul 0,1 millilitre, c'est-à-dire le fond d'un capuchon de stylo à billes sur nos 1 litre, sont utilisables pour les besoins humains.
D'accord. Donc ça, Donc, alors, à partir de cette eau salée, pour revenir au grand cycle, on a l'évaporation de cette masse d'eau grâce à la machinerie solaire. Hein, il faut bien sûr de l'énergie pour cette évaporation. Dans l'atmosphère, cette eau se condense, puis redescend sur Terre sous forme de précipitation, essentiellement de pluie. Et là, elle a deux devenirs possibles. Soit elle ruisselle dans les rivières, les fleuves, les lacs, etc., et revient à un moment ou à un autre lors de ce ruissellement dans la Grande Bleue, soit elle s'enfonce dans le sol, elle percole, et elle vient alimenter les nappes phréatiques, hein, que sont les réserves d'eau. Voilà, et le cycle repart. d'accord. Donc ça, c'est le grand cycle Ça, c'est le grand de cycle. l'eau. Et ensuite, il y a le petit. Alors, le petit cycle, c'est le cycle lié aux usages humains, c'est-à-dire aux prestations liées à l'eau, à savoir que pour d'abord produire de l'eau potable, pour ces trois principaux usages humains que sont encore une fois l'agriculture, les industries et les usages domestiques, l'eau est pompée soit de manière superficielle, c'est le cas très particulier de la Bretagne, où on pompe, pour produire de l'eau potable, on pompe dans les eaux superficielles à 80%, mais majoritairement en France, on pompe des ressources souterraines, pardon, c'est-à-dire dans les nappes phréatiques. Donc pompage soit superficiel, soit en profondeur. Ensuite, cette eau est acheminée vers des usines de potabilisation. On fabrique de l'eau potable, c'est-à-dire qu'on la traite de façon à pouvoir l'utiliser. Les utilisateurs, agriculture, industrie et usages domestiques, dégradent cette eau qui est à nouveau acheminée dans des tuyaux, plus, ne l'oublions pas, les masses d'eau pluviales, vers des stations d'assainissement où l'eau est entre guillemets lavée à minima pour la retourner au milieu naturel. Quels sont les phénomènes principaux qui dégradent cette eau? Alors, les grandes pollutions de l'eau sont liées notamment aujourd'hui à l'agriculture intensive. Donc, c'est ce qu'on appelle les pollutions diffuses, avec des substances comme les pesticides, dont l'impact sur la santé humaine est particulièrement inquiétant, les nitrates et les phosphates. Voilà. Pour les milieux industriels, ce sont des pollutions diverses, organiques, ou des pollutions de métaux lourds, ou des hydrocarbures. Et puis, dans les dernières grandes catégories de polluants, on a les polluants venant des usages domestiques et des hôpitaux, c'est-à-dire tous les résidus médicamenteux, qu'ils soient d'origine humaine ou vétérinaire, avec l'utilisation pour les élevages hors sol, hein, de cochons, de volailles et de bovins, des hormones, des anti-inflammatoires, enfin tous les produits vétérinaires utilisés pour l'élevage. Quelle solution, de quelle solution dispose-t-on aujourd'hui pour agir sur ces pollutions? Malheureusement, on utilise des solutions curatives, et seulement curatives, ce qui fait que ce modèle de traitement curatif de l'eau, ce modèle est à bout de souffle, littéralement. On ne pourra pas continuer longtemps uniquement dans cet axe-là. Qu'est-ce que vous entendez par curatif? Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple? On traite l'eau. On traite avec d'autres produits chimiques finalement, c'est ça? Oui, au lieu de prévenir. D'accord. Au lieu une bonne pollution, c'est une pollution qui n'existe pas. Donc au lieu de limiter l'utilisation de ces polluants à la source, encore une fois en agriculture
dans les milieux industriels et concernant les rejets de médicaments. Donc il est beaucoup plus économiquement intéressant de limiter ces polluants plutôt que d'avoir à les traiter dans ce qu'on appelle les eaux brutes, c'est-à-dire les eaux naturelles. Et quand vous dites préventive, au niveau de la préventive plutôt que curative, qu'est-ce que vous entendez par préventive? Ben, préventif, ce serait limiter l'usage de ces polluants plutôt que d'avoir à les traiter. Limiter la quantité de pesticides sans faire de grands bouleversements agricoles quant au rendement. Hein. D'autres pays européens l'ont fait avec succès, je pense au Danemark par exemple. Oui, l'exemple, si c'est passé au Danemark, développé, eh ben, ils ont adopté une politique très volontariste de réduction drastique des pesticides pour quasiment s'en passer. Bon, moi, je constate que les rendements agricoles au Danemark ne sont pas écroulés pour autant. Voilà. Donc, on sait bien qu'en France, il y a un gros lobby lié à ces substances de mort, hein, que sont les pesticides. Et faute de les réduire, enfin, faute de les bannir totalement, on pourrait très, très facilement en réduire sensiblement l'usage, hein, sans que les rendements agricoles soient lourdement Et vous voulez dire, affectés. vous voulez dire qu'au Danemark, ce qui est en train de se passer, c'est que c'est juste de réduire, ou est-ce qu'ils le remplacent par un autre procédé? Ou par une meilleure gestion de la terre agricole? Oui, non, il est vrai qu'on a assez peu d'alternatives à l'usage de ces pesticides, mais le fait de ne quasiment plus les utiliser comme c'est le cas dans le cahier des charges de l'agriculture biologique, on n'a pas des rendements qui sont écroulés pour autant. On a de moindres rendements, mais on a aussi une augmentation de la qualité des produits alimentaires et donc un impact sanitaire, même en termes d'économie, qui est extrêmement intéressant. Concernant la géopolitique de l'eau, à partir de la répartition géophysique de l'eau sur Terre, qui est une donnée naturelle auquel on ne peut pas grand-chose, qui revient à dire que 60% des ressources en eau sur Terre, des ressources pluviales, sont partagées entre 9 grands pays, que sont principalement les États-Unis, le Canada, l'Indonésie, le Pérou et je crois la Bolivie, plus les 4 pays émergents de ce qu'on appelle le BRIC, B pour Brésil, R pour Russie, I pour Inde et C pour Chine. Voilà. Donc ces 9 pays se partagent 60% des ressources en eau. Ça, c'est une donnée géophysique que l'on ne peut pas modifier. À partir de là, les pays qui possèdent ces ressources en eau possèdent une carte géopolitique très, très, très majeure. Puisque pour les besoins humains, pour produire tout bien, que ce soit 1 kilo de carottes ou une voiture, il faut de l'eau. Cette eau que l'on utilise pour ces productions, c'est ce qu'on appelle l'eau virtuelle. Et donc, on a une économie de l'eau virtuelle planétaire. Et pour revenir à la géopolitique. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple par rapport à l'eau virtuelle? Une donnée par exemple pour fabriquer une carotte ou un steak, la quantité d'eau nécessaire? Ou un produit manufacturé d'ailleurs. Ou un produit manufacturé. En prenant un exemple, deux exemples sur le plan alimentaire, il faut environ 1500 à 2000 litres pour produire 1 kg de blé, et il en faut 10 fois plus, soit 15 à 20 000 litres pour produire 1 kg de bœuf.
Donc il ne faut pas être spécialiste de l'économie pour se dire que l'avenir même immédiat sur la planète appartient au végétal, au monde végétal. Hein, produire de la viande en termes d'eau virtuelle, c'est un grand luxe. Hein. Voilà. Donc je vais prendre l'exemple du conflit entre la Chine et le Tibet, en sachant que le Tibet représente le château d'eau de la Chine, mais aussi de l'Inde. Le Tibet, c'est 80% des ressources en eau pour les Chinois. On comprend que les Chinois s'accrochent, veulent que historiquement le Tibet leur appartiendrait. En tout cas, il me semble que la donnée géopolitique est essentielle pour comprendre ce type de conflit. Les prélèvements d'eau, si l'on prend la France, 60% de l'eau prélevée, mais qui est restituée au milieu à 95, voire plus, et donc qui est restituée au milieu, mais ces prélèvements sont à 60% pour l'énergie, c'est-à-dire pour refroidir les centrales nucléaires. Donc 60% de l'eau prélevée en France, c'est pour refroidir nos centrales nucléaires. Maintenant, en termes de consommation, la moyenne mondiale, l'eau est consommée à 70% pour des besoins agricoles et essentiellement pour l'irrigation. 20% pour le monde industriel et environ 10% donc pour les usages domestiques. Concernant ces usages domestiques, le chiffre que l'on trouve communément est celui de 150 litres d'eau par Français et par jour. Hein, donc pour les usages domestiques que sont l'eau pour l'hygiène, les WC, le linge, la vaisselle, et y compris l'eau alimentaire. 150 litres d'eau. Premier constat, on ne trouve pas d'informations sur la construction de ce chiffre. Mais enquête à l'appui, enquête de terrain, ce chiffre de 150 litres d'eau est surestimé et il est certainement plus proche de 100 litres d'eau par jour et par personne pour les usages domestiques. Or, ce que l'on sait aujourd'hui, en y incluant l'eau virtuelle, c'est que ces 100 litres d'eau ne sont que le 30e, voire le 40e de notre consommation réelle d'eau. Autrement dit, on consomme, ce chiffre de 100 litres est à multiplier par 30 à 40 pour avoir notre consommation réelle d'eau par jour. Hein. Encore une fois, nos 100 litres ne sont que le 30e de l'eau que l'on consomme réellement. Tout le reste, c'est de l'eau virtuelle. C'est la voiture que vous avez ou que vous allez acheter, le micro-ordinateur, l'eau de vos aliments, l'eau de vos vêtements. Tout ça nécessite de l'eau virtuelle. Et c'est l'essentiel de la consommation domestique. Il y a une chose sur laquelle je voudrais vous apportiez un éclairage qui est au niveau des fuites, des canalisations, un chiffre effarant, effarant pour moi, parce que en lisant votre article que vous avez écrit, vous précisez qu'il y a à peu près 50% de l'eau qui a été traitée, qui n'arrivera jamais à notre robinet, parce qu'elle est perdue à travers les canalisations, en tout cas à travers vous pouvez en toucher un mot par rapport à ça, parce que je trouve ça assez intéressant. Oui, ces chiffres sont consensuels. Hein. On estime qu'entre 25-30% minimum jusqu'à 40% de l'eau sont perdues dans l'acheminement de cette eau. Soit du producteur d'eau jusqu'au consommateur, plus l'eau perdue chez ce même consommateur. À partir de l'arrivée d'eau dans un foyer, on a aussi des pertes qui peuvent être importantes.
en soi, sans compter les fuites de robinet, les fuites de chasse d'eau. Mais pour revenir aux pertes sur le réseau, sans parler des pertes d'eau dans les foyers, il faut savoir qu'on a un réseau vieillissant, notamment pour l'assainissement, qui va peser très lourd sur la facture d'eau dans les années à venir. Concernant l'assainissement, je n'ai plus le chiffre en tête, mais je l'ai à peu près concernant les canalisations qui délivrent l'eau potable. Ce serait quelques 850 000 kilomètres de canalisation dans le sous-sol français pour acheminer l'eau potable. C'est un réseau considérable. Et est-ce qu'on a pu évaluer la bonne tenue du réseau quand les sociétés productrices, comme on peut les appeler apparemment, d'eau, étaient nationalisées, et ensuite quand elles ont été privatisées, est-ce qu'il y a eu une grosse différence ou c'est resté, ou est-ce que ça n'a rien à voir finalement? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Par contre, sur le prix de l'eau, très objectivement parlant, puisque j'ai travaillé à peu près 1 an sur cette question, sur les modes de gestion de l'eau, que l'on soit donc favorable à une gestion d'eau publique ou une gestion de l'eau par les opérateurs d'eau, le prix de l'eau en gestion publique, c'est-à-dire en régie, est objectivement de 25 à 30% inférieur au prix de l'eau par des délégations de services publics, autrement dit l'eau qu'une commune délègue à un opérateur d'eau pour l'acheminement de l'eau, enfin pour la production d'eau potable. Donc le prix de l'eau en gestion publique, par régie municipale, donne un prix inférieur de 25 à 30%. Tout bureau d'études confondu, c'est une donnée très objective. Il ne faut pas forcément être spécialiste de l'eau pour se rendre compte que l'accès à l'eau va devenir une problématique mondiale majeure dans les toutes prochaines années. Actuellement, en termes sanitaires, on a toujours 1,1, 1,2 milliard d'êtres humains qui n'ont pas accès à l'eau potable. Ça fait 1 habitant sur 6 de cette planète. Et environ 2,6 milliards qui n'ont pas accès à un assainissement correct. Ça fait 1 habitant sur 2. L'eau tue entre 6 à 8 millions d'hommes par an, soit environ 10 fois plus que toutes les guerres sur la planète. L'accès à l'eau est un miroir des inégalités humaines énormes. Voilà. Cette eau va-t-elle devenir de plus en plus rare? La réponse est double. Elle est positive, elle est négative. Elle est négative dans le sens où les masses d'eau en jeu dans le cycle de l'eau depuis que celui-ci existe demeurent inchangées. Mais l'eau va devenir rare pour plusieurs raisons. Un, à cause de l'accroissement des besoins humains spectaculaires, notamment au XXIe siècle, même si les besoins commencent à stagner. Mais en gros, au XXIe siècle, la population mondiale a triplé. Et les besoins en eau, la consommation d'eau, elle, a sextuplé. Donc, accroissement des besoins en eau, fortement alourdi par l'urbanisation mondiale. L'eau dans ces grandes mégapoles est beaucoup plus difficile à gérer qu'en milieu rural. 2, on a les inégalités de répartition géophysique des ressources en eau. 3, on a une très mauvaise gouvernance de l'eau.
c'est-à-dire que les hommes ont du mal à s'entendre pour gérer collectivement l'eau, hein. On voit bien que les sommets mondiaux sur l'eau se multiplient avec de très bonnes intentions, mais très peu suivis d'effets, en rappelant qu'un habitant sur 6 de cette planète n'a pas accès à l'eau potable et que 1 sur 2 n'a pas accès à un assainissement correct. Et autre facteur, les pollutions croissantes. Comme les eaux brutes sont de plus en plus dégradées et qu'on a besoin d'une qualité minimale d'eau pour les usages humains, oui, cette eau devient de plus en plus rare. Par rapport à l'ensemble des systèmes sur lesquels vous avez travaillé ensuite et des références dont vous faites état dans votre livre, est-ce que vous entrevoyez une ou plusieurs solutions en termes de dépollution ou d'accès éventuel à une eau potable? Oui, enfin, ça va être... Oui, elles existent, mais ce serait trop long à développer, ça. Il faudrait refaire un cours d'économie et de géopolitique, quoi. Oui, il y a des... En tout cas, ce qu'on peut dire simplement, oui, il y a des modes de gestion de l'eau au sens global qui sont complètement à repenser. Et le modèle, comment dire, le modèle de gestion de l'eau qui vient du modèle français, qui a été un peu universalisé, ce modèle est complètement à bout de souffle. Il va falloir complètement repenser notre gestion et nos usages de l'eau. Hein. Y aura-t-il des guerres de l'eau? C'est une hypothèse qui devient malheureusement vraisemblable, d'une part, et d'autre part, il risque aussi d'y avoir des conflits entre les 3 principaux acteurs qui se partagent la ressource en eau accessible. Alors maintenant, on peut parler donc des sciences de l'eau, à savoir l'eau physico-chimique d'une part et l'eau biologique d'autre part. Alors, en indiquant d'abord que l'eau est à l'interface entre le monde minéral et le monde vivant, hein, que d'un point de vue physico-chimique, je l'ai dénommé aquacomplexe, parce que la structure de l'eau liquide est d'une effroyable complexité. Hein. Aujourd'hui, les chimistes multiplient les modèles pour expliquer la structure de l'eau, des modèles théoriques, mais aucun de ces modèles aujourd'hui ne rend compte de ce qu'on observe expérimentalement. Donc on ne peut pas mettre en adéquation totale aujourd'hui un modèle de structure de l'eau lié aux données expérimentales. C'est dire la complexité de la structure et l'extrême hétérogénéité de structure de l'eau liquide. Sur les 3 états, solide, liquide, gazeux, l'état solide, les 13 formes de glace que l'on connaît, ou l'état gazeux, la vapeur d'eau, ça c'est relativement bien connu et maîtrisé. Enfin, les connaissances les connaissances sont importantes et on comprend bien l'eau sous forme, encore une fois, solide ou gazeuse. Par contre, il en va tout autrement de l'eau liquide, d'où le terme d'aquacomplexe. Pour une raison, pour essentiellement une raison qui est facile à faire comprendre, c'est que nos molécules d'eau
sont reliées entre elles par ce qu'on appelle des liaisons hydrogènes. Ces liaisons hydrogènes sont des liaisons très éphémères et qui possèdent une énergie relativement basse. Ces liaisons hydrogènes entre les molécules d'eau se font et se défont toutes les 10-12 secondes environ, toutes les picosecondes. Autrement dit, pour donner une autre image, entre nos molécules d'eau, elles divorcent et elles se remarient toutes les 10-12 secondes. Donc c'est un remaniement perpétuel. Ça, c'est au niveau moléculaire, et c'est la réalité de l'eau liquide au niveau moléculaire. À notre échelle, bien sûr, une goutte d'eau nous apparaît complètement statique, ce qui n'est pas du tout le cas au niveau moléculaire. Le monde vivant, pour le monde vivant, l'eau, bien sûr, est une substance indispensable. On trouve très couramment en introduction de nombreux ouvrages que l'eau est indispensable à la vie. Concernant l'être humain, nous sommes des êtres hydriques à 60-70%. Et cette eau qui nous constitue, on en sait en fait très très peu de choses. On garde en tête simplement l'aspect quantitatif, et on traite très rapidement les rôles de l'eau dans l'organisme, en sachant qu'un certain nombre de ces rôles sont soit méconnus ou encore à découvrir. L'eau dans l'organisme humain, c'est essentiellement une eau interfaciale, donc qui est en interface avec les molécules qui constituent nos cellules. Autrement dit, dans une cellule, qu'elle soit animale ou végétale, on a d'une part un encombrement moléculaire très important. Autrement dit, si on prend l'image d'une pièce comme exemple d'un volume cellulaire, cette pièce, elle est quasiment remplie de ballons qui occupent la quasi-totalité du volume. Plus simplement, on peut dire qu'il y a très peu d'eau libre, comme celle qu'il y a dans un verre d'eau, à l'intérieur de nos cellules. Cette eau, elle est confinée à la périphérie des molécules essentielles qui constituent notre biochimie cellulaire, les protéines et les sucres par exemple. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nos cellules, l'eau forme, c'est ce que les biologistes nous disent, 1 à 2 couches d'eau en moyenne autour de ces molécules essentielles comme les protéines. Encore une fois, il existe très peu d'eau libre circulante à l'intérieur de notre machinerie cellulaire. La seule exception que l'on connaisse sans qu'on puisse clairement l'expliquer, ce sont les cellules cancéreuses qui contiennent plus d'eau et aussi plus d'eau libre que des cellules saines. Autrement dit, l'eau cellulaire, pour résumer, c'est avant tout une eau interfaciale. Donc, toutes ces molécules organiques qui constituent nos cellules, les protéines, les sucres, les lipides, sont hydratées. Je peux vous prendre un exemple très simple. Tout le monde connaît la molécule d'ADN, constituante de notre patrimoine génétique. Cet ADN est la molécule qui constitue nos gènes, nos gènes, et ces mêmes gènes, on les représente toujours dans les livres sous forme déshydratée. Or, ils sont totalement inopérationnels sous cette forme déshydratée. On représente le squelette ADN avec
les bases azotées, les sucres, les phosphores, mais sans l'eau. Or, un gène, il est hydraté à 98%. Faute de quoi, il est totalement inopérationnel. Tout comme n'importe quelle protéine, la structure de cette protéine est organisée par l'eau. Et ça, c'est complètement occulté dans la plupart des livres de biochimie, par exemple. Est-ce qu'on pourrait dire que quand on boit un verre d'eau, cette eau va aller au contact de l'ensemble de ces cellules, y compris jusque dans les gènes? Oui, l'eau hydrate les molécules de base de nos cellules. Jusque au niveau des gènes, donc. Oui. Donc l'eau hydrate les protéines, l'eau hydrate l'ADN, hein, et comment dire, c'est un fait majeur qui est connu, mais totalement occulté en biochimie. On peut prendre un exemple, hein, les études médicales en France, 7 ans pour devenir médecin. Si on a 2 heures de cours sur l'eau, c'est un grand maximum sur un cursus de 7 ans. Or, c'est la substance qui nous constitue à 60-70%. C'est proprement hallucinant. Est-ce qu'on peut aussi faire le parallèle que c'est cette même eau qu'on boit qui permet de désintoxiquer nos cellules? Oui, ça c'est dans les grands rôles connus de l'eau. Pour faire simple, elle sert de véhicule pour apporter les nutriments provenant de nos aliments et pour approvisionner nos cellules, hein, en protéines, en sucre, en lipides, en vitamines. Donc elle est essentielle pour acheminer ces nutriments jusqu'à l'intimité de la cellule. Et en contrepartie, elle va nous débarrasser de nos déchets cellulaires qui sont inhérents au fonctionnement de ces cellules, comme l'urée par exemple, hein, qui est un déchet du métabolisme des protéines. Alors, la qualité de l'eau alimentaire, constitue, pour revenir au livre La nature de l'eau, l'essentiel, hein, c'est plus de 50% du volume. Et c'est la question essentielle que je tenais à traiter, en rappelant que sur notre consommation journalière, hein, incluant l'eau virtuelle, c'est-à-dire les 3000 à 4000 litres d'eau par jour et par personne, 3 pour 1000 de cette eau, c'est l'eau alimentaire. Et cette eau-là, en termes qualitatifs, elle doit être de très haute valeur ajoutée, puisqu'elle nous constitue. Ceci dit, cette eau alimentaire, compte tenu des enjeux économiques énormes qu'il y a sur l'eau de boisson, donne lieu à des préconisations sur l'eau idéale à boire, des préconisations qui sont extrêmement diverses. D'un point de vue réglementaire, on a le terme d'EDCH, d'eau destinée à la consommation humaine. Et dans ces eaux destinées à la consommation humaine, on a l'eau alimentaire. Hein, c'est l'eau que vous recevez dans votre foyer, qu'elle aille dans vos toilettes ou dans votre estomac, c'est la même qualité d'eau. Donc, une eau qui est dite potable. Cette eau potable, par définition, ne doit pas nuire à la santé, mais pas plus. Moi, je lui substituerais volontiers ce terme français un peu oublié d'eau salubre. Une eau salubre, c'est une eau qui favorise la santé. On est déjà qualitativement
un cran supérieur. Et cette eau salubre pourrait être ce que j'appelle, moi, une eau biocompatible, une eau compatible avec le vivant. Alors, cette eau biocompatible, elle est composée de 3 paramètres. Le premier, c'est la potabilité de l'eau, mais avec une lecture critique de cette potabilité. Je m'explique. Concernant les nombreux polluants de l'eau, la plupart de ces substances sont actives à faible dose. Et quand je parle de faible dose, je ne parle pas d'homéopathie, hein, je parle des faibles doses de nos propres hormones. Autrement dit, les polluants que l'on retrouve, les très nombreux polluants que l'on retrouve dans l'eau en microdose, ce sont des doses qui sont similaires à celles de nos propres hormones. Voilà pourquoi un certain nombre de ces polluants sont des perturbateurs endocriniens, hein, puisqu'ils agissent aux mêmes doses que nos propres hormones. Donc les faibles doses sont agissantes, et ça, les médias et les pouvoirs publics semblent le découvrir aujourd'hui, mais un certain nombre de scientifiques le savent depuis plusieurs dizaines d'années. Surtout que ces faibles doses sont finalement prises à répétition. Voilà, sont prises à répétition, et on peut penser qu'elles ont un impact sanitaire à moyen ou long terme. Deuxième élément d'une lecture critique de la potabilité, la synergie entre polluants. Un certain nombre des polluants contenus dans l'eau vont se potentialiser. Je prendrai un exemple, celui d'une publication scientifique que j'ai lue récemment, qui nous indique qu'en prenant une dose X, mais vous allez comprendre que le X n'a pas grande importance, d'un sel de mercure, une dose X d'un sel de mercure qui tue un rat sur 100, et c'est une expérimentation reproductible, hein, et premièrement, et deuxièmement, une dose Y d'un sel de plomb qui tue un rat sur 1000, voilà. Si on mélange ces deux sels aux mêmes doses X ou Y, tous les rats meurent. Ça indique qu'il y a bien réellement une synergie entre un certain nombre de polluants. Alors, il est vrai en science, ce qu'il y a de plus difficile à mesurer et à évaluer, c'est-à-dire la complexité de ces multipollutions de l'eau. Mais c'est en tout cas la réalité de l'eau. La réalité de l'eau, elle est globale. C'est à la fois des pesticides, des métaux lourds, des résidus médicamenteux, des hydrocarbures, des produits de traitement de l'eau comme le chlore. Voilà. La réalité de l'eau, ce sont tous ces polluants, hein, des centaines voire des milliers, dont certains interagissent. Or, on a une vision qui n'est pas globale, mais qui est analytique des choses, puisqu'on trouve des colloques sur les pesticides, les métaux lourds, les résidus médicamenteux, on cloisonne les choses. Encore une fois, la réalité de l'eau, elle est globale. Et ça, c'est très important à comprendre, hein, alors qu'on en a une vision, nous, analytique. Deuxième élément, deuxième facteur de cette notion d'eau biocompatible, c'est la pureté de l'eau. Et cette pureté de l'eau sous-tend deux questions. Un, compte tenu des très nombreux polluants qui ont certainement ou très vraisemblablement un impact sanitaire à terme, cette eau alimentaire doit être débarrassée de ces polluants par filtration. Là, sans rentrer dans les détails, on dispose aujourd'hui de techniques efficaces, malheureusement, pour filtrer cette eau à domicile. Quand je dis malheureusement, c'est qu'il faut à la fois sans doute mettre en œuvre ces procédés de filtration, tout en conservant une vigilance écologique,
sur la qualité des eaux brutes. Autrement dit, même si je préconise d'utiliser ces systèmes de filtration, il est certain pour moi qu'on ne va pas s'en tirer avec des solutions individuelles. Si on n'a pas une vigilance sur le terrain, sur la qualité des eaux brutes dans le même temps, on va dans le mur et on favorise encore une fois le curatif au détriment du préventif. Or, il faut les deux, il faut à la fois du préventif, vigilance par rapport à la qualité des eaux brutes, et du curatif, c'est-à-dire filtrer l'eau du réseau, qui pour moi, dont l'impact sanitaire à terme est en tout cas questionnable. Alors, ces techniques de filtration de l'eau, soit ce sont des cartouches de charbon actif, ce sont les pichets filtrants, qui, sans rentrer dans les détails, mais ne filtrent pas toutes les molécules toxiques, à l'exception quand même de ce qu'on appelle le charbon actif compressé, qui lui arrête quand même la quasi-totalité de cette liste noire des polluants. Et puis on a une deuxième technique, la plus efficace, la plus universellement employée aujourd'hui, qui est l'osmose inverse. L'osmose inverse, c'est une membrane qui est donc, dont la structure et dont la trame est extrêmement fine, et qui va arrêter à plus de 99% l'ensemble des polluants que l'on trouve dans l'eau, aussi bien chimiques, les pesticides, les résidus médicamenteux, etc., que les polluants microbiologiques, c'est-à-dire les bactéries, les virus et les parasites. Donc l'osmose inverse, c'est la technique de dépollution la plus efficace que l'on connaisse aujourd'hui et qui est utilisable en usage domestique. La deuxième déclinaison de la question de la pureté de l'eau, la première, c'est la filtration. La deuxième, liée à la pureté de l'eau, c'est la question de savoir si les minéraux dans l'eau sont assimilables ou pas par nos cellules. Ça, c'est une question qui est éminemment polémique parce qu'il y a des enjeux considérables derrière, notamment la guerre commerciale à outrance qui existe entre les partisans de l'eau du réseau et les embouteilleurs, avec les systèmes de purification qui sont en embuscade et qui, eux, vont forcément être favorables parce que ce sont des alliés objectifs à l'eau du réseau. Donc ces minéraux dans l'eau, la réponse sur leur biodisponibilité, c'est pas oui ou non. C'est pas 0 ou 100%. Ils sont dans l'eau, qu'elle soit du réseau ou en bouteille, sous forme brute, c'est-à-dire avec une biodisponibilité très, très faible. Autrement dit, en termes de préconisation, je pense qu'on a suffisamment d'arguments aujourd'hui pour dire qu'il vaut mieux consommer, je dis bien au quotidien, une eau relativement pure. C'est-à-dire faiblement minéralisée. C'est-à-dire faiblement minéralisée. Comme le dit Jeanne Rousseau de la bioélectronique de Vincent, l'eau vaut plus parce qu'elle exporte que parce qu'elle importe. C'est-à-dire ce qu'elle importe en minéraux. L'eau est faite pour drainer, pour chasser, pour hydrater le corps, plus que pour apporter des minéraux dont on est, si on a une alimentation équilibrée, largement pourvu par la nourriture. Est-ce qu'il y a des données un peu plus précises par rapport à des pourcentages assimilables ou est-ce que finalement c'est plus complexe que ça ? C'est une question extrêmement complexe parce que chaque minéral agit en règle générale en synergie avec d'autres minéraux. Et cette assimilation, elle est fonction de ce que vous mangez par ailleurs,
Donc c'est une question très très complexe à traiter. Néanmoins, on peut quand même donner un exemple assez concret que je prends souvent en conférence, qui est celui d'une carence en zinc, par exemple. Vous faites une prise de sang, bon, on constate que vous avez une zincémie, ou une zincémie, je ne sais pas comment on dit, c'est-à-dire un taux de zinc dans le sang qui est en dessous de ce qui est recommandé. Donc là, vous avez deux solutions. Soit vous allez prendre un morceau de gouttière en zinc et vous allez le dissoudre dans un acide faible comme le vinaigre. Là, vous allez absorber ce zinc sous forme brute, sous forme minérale, et vous aurez objectivement une biodisponibilité de quelques dizaines de pourcents, mais maximum. 15, 20% peut-être. Et vous avez une deuxième solution, c'est de manger des huîtres, qui est la source la plus importante pour ce minéral. Et là, le zinc contenu dans les huîtres, qui ont auparavant assimilé du zoo, puis, et avant ça du phytoplancton, on a un zinc dans les huîtres qui est biodisponible à 80-85%, preuve expérimentale à l'appui. D'accord. Est-ce qu'on peut parler de la biodynamisation, de la dynamisation de l'eau, de la vitalisation? Je ne sais pas quel est le terme exact à employer, et sur les effets que ont ces différentes techniques. Mmh. Alors ça, cette question de la dynamisation de l'eau, c'est ma tasse d'eau préférée. C'est-à-dire que depuis une quinzaine d'années, je travaille sur cette question, je collecte des informations, et le livre est sûrement la source d'information la plus complète au monde sur ces systèmes de dynamisation de l'eau. C'est le terme le plus couramment employé par le grand public. Moi, je l'ai traduit avec un terme nouveau qui est le terme de procédé de structuration de l'eau. PSE, hein, c'est l'acronyme que j'emploie hein, pour désigner ces systèmes. Donc, ces procédés de structuration de l'eau, ces PSE, ce sont différentes techniques qui sont censées redonner à l'eau sa dynamique originelle. Autrement dit, un certain nombre de gens vont vous dire, bon voilà, j'ai débarrassé de l'eau de ses polluants, en la filtrant par osmose inverse par exemple, mais cette eau osmosée, c'est une eau qui est morte. Et quand je la redynamise par un procédé X ou Y, je passe d'une eau morte à une eau vive. Je lui redonne les qualités originelles qu'elle a, par exemple, dans des milieux naturels préservés. Ces procédés possèdent des allégations physico-chimiques et biologiques. Une allégation, c'est le terme, on le retrouve dans les brevets. Ça ne veut pas dire que ce soit vrai ou faux. C'est ce que le créateur vous dit des qualités d'un produit. Ce sont des allégations. Voilà. Donc ces différents PSE, ces quelques 200 PSE que j'ai répertoriés dans le livre, m'intriguent depuis une quinzaine d'années, existent donc, mais l'argumentaire qu'utilisent les créateurs ou les distributeurs de ces PSE sont aujourd'hui sont spéculatifs. C'est-à-dire qu'il reste un travail énorme et passionnant à faire. C'est une évaluation interdisciplinaire et indépendante des qualités physico-chimiques d'une part et biologiques de ces eaux modifiées
par ces procédés de structuration de l'eau. L'argumentaire lié à ces procédés, quand je dis qu'il est spéculatif, ça rejoint la quasi-totalité des discours sur l'eau qui sont des discours spéculatifs. On pense que. Voilà, on pense que, on croit que. Or, la science n'admet que le « j'observe que ». Je pense que c'est du domaine de la religion. Je crois que c'est du domaine de la religion. Ce n'est pas du domaine de la science. Donc, ça veut dire qu'encore une fois, il reste à évaluer de façon indépendante ces différents procédés. Et même les quelques procédés qui ont investi dans des tests physico-chimiques et ou biologiques, ces tests en question, scientifiquement, ont très peu de valeur, parce qu'on pourra toujours reprocher aux créateurs de ces procédés d'être juges et parties, d'avoir payé pour ces tests. C'est pourquoi, encore une fois, il faut qu'ils soient réalisés de manière indépendante. Alors, on a, depuis peu de temps, moi j'étais à l'initiative de la réunion d'une équipe pluridisciplinaire en France, composée de physiciens, de chimistes, de biologistes, de biophysiciens, de vétérinaires, etc., où on a planché sur un référentiel de tests de toute nature, autrement dit physico-chimique et biologique, qui nous permettrait d'évaluer la qualité de toute eau, finalement. Bien sûr, principalement d'une eau alimentaire. Ce référentiel de test, il est tout à fait innovant, puisqu'il n'existe pas, à ma connaissance, aujourd'hui dans le monde. Voilà ce qui reste à faire pour passer du spéculatif à la réalité. Alors, parmi ces quelques 200 procédés que j'ai recensés, et dont au passage la liste ne sera jamais exhaustive et complète parce qu'elle est en remaniement constant, j'ai essayé de les classifier en grandes familles. Notamment, on a la famille des procédés mécaniques. Autrement dit, on crée du mouvement dans l'eau, on crée des vortex qui sont censés modifier les qualités physico-chimiques et l'impact sur la santé que peuvent avoir ces eaux remises en mouvement. Deuxième grande catégorie, des procédés qui envoient des informations de type électromagnétique, c'est-à-dire biophysique dans l'eau. On envoie des ondes de nature, de fréquence et de puissance différentes. Autre grande catégorie, les procédés que je qualifie qui marchent par énergie subtile. Ça veut dire que le créateur nous dit, voilà, moi j'ai un procédé qui informe l'eau. Bon. Et auquel cas, je lui réponds, très bien, cependant, je serais d'accord avec ces fabricants pour leur dire la physique et la chimie n'ont pas les moyens pour détecter à l'heure actuelle ces énergies subtiles et ne les auront peut-être jamais. Ça, c'est tout à fait possible. Cependant, votre eau modifiée par votre procédé, on doit pouvoir en voir les effets sur le vivant. Autrement dit, à travers des tests biologiques et faits dans de bonnes conditions, c'est-à-dire avec des eaux témoins, des eaux de contrôle, qui vont nous permettre de faire des comparatifs, avec des procédures en aveugle, de façon à ce que les gens qui testent ces eaux ne savent pas la qualité de l'eau qu'ils testent. On peut se donner des garde-fous méthodologiques pour évaluer correctement ces eaux en question. Voilà. Donc encore une fois, pour ces procédés, pour ces PSE à énergie subtile,
dans leur évaluation, ce sera la biologie qui nous montrera les effets biologiques qu'ils peuvent avoir. Quel serait votre ressenti personnel par rapport à l'ensemble de ces systèmes? Je vous répondrai que le ressenti ment. C'est de l'ordre du spéculatif.